Bienvenue dans le débat consacré au rapport remis au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France et présenté ce matin lors d'un conseil de défense réuni par Emmanuel Macron. 73 pages d'un document qui met en garde contre le développement d'un islamisme par le bas et qui veut alerter les élus locaux. Emmanuel Macron demande des mesures au gouvernement avant début juin face à, je cite, la gravité des faits. On va y revenir, bien sûr. Alors, qui sont les frères musulmans? Sont-ils une menace en France et en Europe? Quel impact dans le débat politique? On va poser des questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Aurore Malval. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du site du journal Marianne. Bonsoir à vous et bienvenue. Renaud Girard est avec nous ce soir. Bonsoir. Grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Merci d'être là. Nous avons donc par Teams Vincent Gesser. Bonsoir. Vous êtes politologue et sociologue, chargé de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Nous avons également ce soir Tarek Oubrou avec nous à Bordeaux, l'imam de Bordeaux. Merci d'être avec nous ce soir. Ce rapport sur les frères musulmans a donc été présenté ce matin lors d'un conseil de défense réuni par Emmanuel Macron, en présence non seulement du ministre de l'Intérieur, mais aussi du ministre des Affaires étrangères, des Finances, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et des Sports. 3 secteurs, je cite, particulièrement visés, selon le rapport, par l'entrisme par le bas, c'est-à-dire la méthode de la confrérie des frères musulmans en France, toujours selon ce rapport. On fait d'abord un point en images. Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se rendent à pied sous l'œil des caméras au Conseil de défense. Un rendez-vous très politique pour évoquer ce rapport. 75 pages sur l'influence en France des frères musulmans, une mouvance islamiste radicale. Un document alarmiste alimenté par les services de renseignement. La réalité de cette menace fait peser le risque d'une atteinte au tissu associatif et aux institutions républicaines, et plus largement sur la cohésion nationale. Les frères musulmans, une confrérie secrète qui veut islamiser la société. Parmi les régions les plus ciblées, l'Île-de-France, le préfet des Hauts-de-Seine y est régulièrement confronté. On peut prendre l'exemple dans le sport, par exemple. J'ai dans mon département une association qui se revendique jusque dans son intitulé comme étant masculine, dont on sait bien qu'elle est aujourd'hui moyotée, contrôlée par des islamistes. Eh bien, lorsqu'on interroge les leaders de cette association, ils s'étonnent eux-mêmes, alors même que leur intitulé est très clair, qu'il n'y ait pas de femmes qui les aient rejoints. Selon le rapport, 741 structures ont été fermées de façon temporaire ou définitive depuis 4 ans. Aujourd'hui, la mouvance frériste vise principalement les mosquées, les écoles, les associations et les réseaux sociaux. Exemple, cet influenceur de la mouvance radicale. C'est absolument illicite, haram d'aller voir ce film, ok? Et en plus de ça, il y a de la magie noire dans le film. Écoute-moi bien, c'est important. Les frères musulmans, une stratégie d'infiltration à bas bruit, discrète, soulignée par le rapport. Pour islamiser une société, vous pouvez soit sortir les armes et vous battre contre les mécréants et imposer la charia, ce qui est parfaitement inefficace dans une société riche, puissante. Donc, ils utilisent des moyens d'infiltration et d'entrisme beaucoup plus subtils, sur très long terme, parce qu'ils ne sont pas pressés. Le Conseil français du culte musulman a réagi ce matin. Il estime que ce rapport ne doit pas alimenter une suspicion généralisée à l'égard des musulmans de France. Vincent Gesser, d'abord votre réaction face à ce rapport. Qui sont les frères musulmans et quelle est leur idéologie? Alors d'abord, c'est un rapport que je connais bien puisque j'avais été consulté, mais je n'avais pas participé à la consultation, malgré mon amitié pour l'un des rapporteurs. Qui sont les frères musulmans? C'est un mouvement politico-idéologique qui a émergé dans l'entre-deux-guerres en Égypte et qui a ensuite essaimé à l'échelle du monde arabe et même du monde musulman, mais qui a surtout produit une influence à partir des années 70 et 80, notamment dans les pays du Maghreb, ceux qui nous concernent le plus aujourd'hui en France, à travers des organisations et des partis politiques. Une partie de ces militants, je dis une partie, a ensuite immigré en France essentiellement pour des raisons universitaires et ont été à l'origine de la création des premières associations, salles de prière, mosquées en France, faisant le lien avec, je dirais, des croyants plutôt d'origine populaire, voire même des citoyens français de confession musulmane, en gros étant un peu leurs encadreurs, si je puis dire. Mais attention, 2 choses. Un,
que ces premiers militants n'étaient pas tous des frères musulmans, hein, y compris dans cette organisation, l'Union des organisations islamiques de France, devenue Musulmans de France, puisque c'est précisément cette organisation qui est visée dans le rapport. Ils n'étaient pas tous frères musulmans. Deux, beaucoup ont évolué, c'est-à-dire qu'ils étaient frères musulmans par bain idéologique et théologique lorsqu'ils avaient 20 ans, mais ils se sont, entre guillemets, normalisés, socialisés à la société française, et s'ils ont gardé parfois des influences frères musulmanes, cela s'est mélangé avec d'autres influences. C'est comme si on disait aujourd'hui que le Parti socialiste était resté un parti marxiste-léniniste, ou que tous les gens de gauche étaient encore des marxistes durs. Et puis, d'autre part, ce qui est très important dans le cas de cette organisation qui s'appelle Musulmans de France, ex-Union des organisations islamiques de France, c'est qu'elle s'est considérablement institutionnalisée, puisque depuis le début des années 90, elle participe à la totalité des consultations organisées par le gouvernement et le ministère de l'Intérieur, et qu'elle est même une organisation fondatrice du Conseil français du culte musulman. Pour l'échelon national et pour l'échelon local, elle est associée aux différentes consultations préfectorales et aux différentes, je dirais, relations avec les élus et notamment avec les maires. Donc il y a quand même une contradiction dans ce rapport à faire un effet de surprise, de dénonciation de ce mouvement qui a pourtant usé, si je puis dire, ses pantalons plutôt à la place Beauvau, car la plupart de ses représentants ont assisté à des centaines de réunions place Beauvau aux côtés du ministre de l'Intérieur, et notamment de Nicolas Sarkozy, qui louait cette organisation comme une organisation responsable. Et aujourd'hui, les politiques font mine de découvrir ce qui serait un lobby, une infiltration, une islamisation déguisée pour un mouvement qui a pignon sur rue, qui est connu par la plupart des maires de France, qui est connu par les préfets et qui a, je dis, une très longue expérience de négociation avec les différents ministres de l'Intérieur, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Alors, est-ce que c'est ça, finalement, le danger d'un mouvement qui a pourtant été, je dirais, y compris même choyé par nos ministres de l'Intérieur et qui a même été associé à toutes les consultations, y compris depuis les affaires de terrorisme? Et je finirai par là, puisque ce mouvement a très largement participé je dirais, aux opérations de prévention contre le terrorisme et à collaborer très largement avec les institutions sécuritaires pour ce qui est, je dirais, la dénonciation des trajectoires de radicalisation. Donc Vincent Geisers, oui, c'est quand même un rapport qui est assez surprenant au regard de l'implication de l'État dans l'institutionnalisation de ce mouvement. Surprenant, et c'est pas si grave, d'après ce que vous dites, hein, d'après votre analyse. Je ne dis pas que c'est pas si grave. Je dis que le problème du terrorisme est grave, le problème de l'islamisme radical est grave, mais cette association, on peut l'accuser de conservatisme, on peut lui reprocher effectivement son côté, entre guillemets, néo-fondamentaliste, mais en aucun cas impliqués dans des affaires de terrorisme. Et surtout, on dénonce les frères musulmans, mais on ne dénonce pas d'autres influences, comme l'influence salafiste importée par certains des États du Golfe, qui, eux, sont un islam de rupture, qui défendent un islam de rupture. Alors, d'un côté, on dénonce les frères musulmans, et de l'autre, on occulte totalement les autres tendances radicales, qui sont pourtant, elles, des tendances de rupture par rapport à certaines valeurs de la citoyenneté et de la laïcité. Ok. Tarek Obrou, un mot, hein, vous qui êtes imam de Bordeaux. Comment vous les définissez, les frères musulmans? Quelle est leur idéologie? Il y a plusieurs aspects à cet intitulé frères musulmans. C'est devenu vraiment un label, un concept un peu flou. Il y a le côté de l'organisation, la structure intrinsèque à ce mouvement, qui passe par un recrutement individuel. Généralement, c'est un mouvement élitiste, donc il choisit les individus qui ont réussi intellectuellement et socialement dans la société. Donc, de par sa constitution, c'est un mouvement au départ élitiste. Il est né dans un moment d'effondrement de l'Empire ottoman et il a été créé justement pour restituer le passé civilisationnel de l'islam. Dès le départ, il y a eu une confusion idéologique dans son mouvement, c'est-à-dire restituer un passé imaginaire où la religion était confondue avec le politique, le système califal. Donc en réalité, c'est la théologie politique classique, mais avec des moyens modernes d'une certaine manière. Donc il y a un projet qui est un projet contre la sécularisation. C'est un mouvement de désécularisation. Et donc, il y a une confusion dans le projet, puisque c'est un projet global. Donc, c'est un islam politique. Intellectuel. C'est un islam politique. L'islam, il est né
l'islam, il est né déjà, l'islam, il est né avec la logique de l'État. Donc, c'est un problème organique déjà. Donc, le problème des frères musulmans, c'est un problème symptomatique d'une lecture classique de l'islam, mais recyclée de manière moderne, d'une certaine manière. Donc, l'islam, ils confondent, à tort d'ailleurs. Moi, je combats cette vision de la confusion entre le temporel et le spirituel, et je pense que l'erreur monumentale des frères musulmans et tous les mouvements islamistes politiques, c'est qu'ils confondent l'islam civilisation avec l'islam religion. Tant que ce travail n'a pas été effectué, il y aura toujours cette confusion. Aujourd'hui, frères musulmans, demain, il y aura un autre mouvement qui va prendre le relais. D'ailleurs, cette organisation est en plein effondrement dans le monde musulman. Il n'a plus d'impact. On va y revenir. Je fais réagir d'abord nos journalistes sur le plateau et on va revenir justement sur ce qu'elle représente en France, si c'est une menace ou pas, parce que le rapport a été chiffré. Donc je donne les principaux chiffres. 139 lieux de culte affiliés donc aux frères musulmans, selon ce rapport. 280 associations liées à cette mouvance. 21 établissements scolaires qui accueillent 4200 élèves. Donc au final, ça fait 7%, disons, des lieux de culte. 7% seulement, finalement, on a envie de se dire, qui relève des frères musulmans, Aurore Malval. Mais le rapport dit bien que ça représente une menace pour la cohésion nationale. Oui, effectivement, quand on regarde les chiffres qui sont cités, qui ne sont pas véritablement nouveaux, par rapport à cela, le rapport ne dévoile pas non plus de scoop, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça peut sembler dérisoire. La question, en fait, qui est un petit peu abordé par le rapport, mais peut-être d'ailleurs, c'est une version expurgée du rapport. Le président Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait une nouvelle version qui serait justement publiée en fin de semaine. Donc, est-ce que ça va aborder davantage ce point-là? C'est la question aussi de l'hybridation, avec notamment le salafisme, c'est évoqué, et la question aussi des influenceurs. Je pense que ce point-là, il est capital aujourd'hui quand on parle justement de la question de la menace séparatiste. Alors, effectivement, on a par rapport lorsqu'on nomme les frères musulmans, il y a quelque chose qui rapproche peut-être les frères musulmans dans cette vision de la franc-maçonnerie. C'est une association secrète, c'est une association qui suscite beaucoup de fantasmes. Et effectivement, il y a peut-être la tentation de caler l'adjectif frériste sur toutes les tentatives justement de séparatisme qu'on peut observer dans la société française. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des questions d'entrisme dans des associations sportives. C'est ce que dit le rapport. On a un tissu associatif qui a beaucoup reculé dans les quartiers, dans les quartiers sensibles, dans les cités, et où la mosquée et ses associations à la fois cultuelles et culturelles ont pris la place d'associations qui d'ailleurs bien souvent étaient des associations à caractère politique, notamment le Parti communiste qui était très fort dans ces lieux-là. Et c'est vrai que la question qui est nouvelle, je pense, c'est celle qui est posée par ces influenceurs 2.0 qui à la fois s'appuient sur des préceptes très rigoristes qui posent la question du licite et de l'illicite et qui effectivement recouvre, vous l'avez dit tout à l'heure, la dimension de l'islam qui est à la fois sur le côté qui englobe en fait un système de vie total. Et donc c'est ça le problème aujourd'hui qui est abordé un petit peu dans ce rapport mais qui dépasse largement, je dirais, ces 7% effectivement des frères musulmans. Renaud Girard, c'est vrai que, alors eux disent bien sûr qu'ils sont stigmatisés et dans le rapport, donc on parle des influenceurs, mais ils parlent effectivement de la mise en place d'un écosystème, des écosystèmes locaux avec établissements scolaires, mosquées, associations sportives. Donc c'est ça la menace? Oui, il y a une menace. Quelle est la différence entre un musulman et un frère musulman? Le bon musulman, c'est celui qui est concerné par son rapport à Dieu et qui, et donc 5 fois par jour, il va faire la prière, il fera le ramadan, il lira le Coran. Il a un rapport à Dieu qui le concerne. Le frère musulman, c'est celui qui n'est pas obsédé par son rapport à Dieu, qui est obsédé par le rapport à Dieu de son voisin. Est-ce que, Stéphanie, vous avez mis le voile de manière correcte? Est-ce que la petite, elle a... Voilà, non, on contrôle politiquement ce que fait l'autre. Alors qu'évidemment, la religion, ça devrait être de l'intime, du ressort de l'intime et pas du ressort du voisin. Alors, évidemment, l'immigration en France a toujours été une immigration d'adhésion, si vous voulez. Les Italiens qui
sont venus en France pour le travail, ou simplement parce qu'ils fuyaient le fascisme, ont complètement adhéré aux valeurs de la République. Les Juifs qui sont partis, sont venus entre les deux guerres en grand nombre en France. L'en venir où, là, Renaud? Non, ce que je veux dire, c'est que j'en viens à ce que les frères musulmans ne participent pas, le frère musulman qui émigre de Tunisie ou d'Égypte pour venir en France, il n'en a rien à faire de la Révolution française. Il n'en a rien à faire du progressisme des lois de la France. Il fuit en fait un régime chez lui en Tunisie ou en Égypte ou que sais-je ailleurs, pour venir en France, parce que là, en France, il va être très bien traité, il va avoir la liberté d'expression, la liberté, voilà, il va avoir de l'assistanat social également, mais il ne partage pas, en fait, il ne partage pas, bien qu'il quitte son pays, les lois de la République, il ne partage pas l'adhésion, l'amour de la France, ça se dit ça, voilà, l'amour de la France, de son histoire, de ses valeurs, de sa société. Voilà, il ne le partage pas du tout et il veut effectivement constituer à l'intérieur du tissu français un monde à lui, si vous voulez. Donc et par ailleurs, je dirais par rapport au djihadisme, au terrorisme, pour moi, mais il faut lire exactement ce qu'a dit Hassan El-Banna. Hassan El-Banna, le fondateur des frères musulmans à Ismaïla en 1928, il était, alors qu'il avait été... Il a refusé d'ailleurs une formation universitaire en Grande-Bretagne, mais il considérait que la Grande-Bretagne, c'était la corruption de la société. C'est-à-dire que l'Occident, les valeurs occidentales, c'est la corruption de toute bonne société. Eh bien, nous ne considérons pas que les valeurs, disons, de démocratie britannique, c'est la corruption de la société, nous les admirons plutôt. Eh bien, effectivement, les frères musulmans font courir un danger à la société française. Et je irais même plus loin, Stéphanie. Je dirais, en fait, que le djihadiste, c'est le frère musulman qui va jusqu'au bout de sa foi et de son adhésion au système. Et d'ailleurs, dans les textes de Hassan El-Banna, les frères musulmans sont ouverts à tout, y compris aux gens qui veulent aller à la guerre sainte, à la guerre religieuse. Tarek Obroux, je vais vous faire réagir justement sur ce que vient de dire Renaud Girard. Déjà, sur ce qu'il a dit sur ce que sont les frères musulmans, et est-ce que vous dites qu'ils ont changé, ce n'est plus comme du temps de El-Banna, mais est-ce que finalement, est-ce qu'ils sont attachés aux valeurs de la République? C'est finalement la question aussi posée par ce rapport. Je pense qu'il y a le frère musulman métaphysique et le frère musulman réel. Le problème, c'est identifier le frère musulman. Le frère musulman est d'abord celui qui appartient à une organisation par le biais de l'allégeance. Leur nombre ne cesse de diminuer jusqu'à l'extinction. Aujourd'hui, le contrôle religieux se fait par un communautarisme qui dépasse de très loin les frères musulmans. Le contrôle dans les quartiers, la religiosité de l'autre, les jeunes, etc. Je pense que l'islam en Occident, et notamment en France, il échappe en général à toutes les organisations. C'est une anarchie religieuse qui frappe la communauté, plus influencée par les réseaux sociaux que par les mosquées. Il y a une orthopraxie de masse, une tendance où l'ethnico-religieux se mélange complètement. Et on est devant un phénomène très complexe. On parle d'un côté du séparatisme et de l'autre côté, on parle de l'entrisme. Vraiment, ce sont deux notions, à mon sens, opposées. On est presque là dans la mécanique quantique, l'intrication et la non-localité. D'un côté, on accuse ces mouvements de vouloir se séparer de la société et d'un côté, on les accuse d'infiltration. Le phénomène est très complexe, il y a peut-être les deux, mais je pense que frères musulmans, c'est nommer quelque chose qui n'est pas bien décrit. Il ne suffit pas de nommer un fait pour le décrire et l'expliquer. Vincent Gesser.
Alors, 2 points. D'abord, sur le terme frères musulmans, je trouve que c'est devenu maintenant, c'est comme un amalgame. On met maintenant toute forme d'activisme musulman, des salafistes radicaux, des djihadistes, des anciens frères musulmans qui ne le sont plus, des influenceurs qui sont analphabètes en islam, mais qui jouent quand même de l'étiquette islamique. Donc, tout ça, maintenant, c'est mis sur l'étiquette frères musulmanes. Donc, ça pose quand même un problème, puisque on désigne par là aussi cette association musulmane de France qui, pour beaucoup, était frère musulman, mais n'est plus forcément aujourd'hui. Bon, mais ce que je voulais dire, et je voulais répondre à M. Girard, quand il fait un procès en francité à notamment des gens de l'association musulmane de France ex-UOF. D'abord, depuis les attentats de 2015, le musulman de France et l'UOF n'a cessé de brandir le drapeau français dans ces différentes réunions en disant « nous sommes des musulmans, mais nous sommes des musulmans et nous sommes fidèles à la République française ». D'abord, beaucoup de ces membres ont pris la nationalité française, non pas de manière instrumentale, comme dirait l'extrême droite française de papier, mais parce qu'ils ont fait souche dans ce pays. Et puis je voudrais aussi, ils ont aussi eu des enfants et des petits-enfants de nationalité française qui ont fait l'université française, qui ont fait les grandes écoles en France, qui ont fait Sciences Po, qui ont fait les grandes écoles de commerce, et qui aujourd'hui, pour beaucoup, se sentent français, aiment ce pays et considèrent que la laïcité française est une chance pour la France. Donc il faut arrêter de faire de l'essentialisme. C'est comme si vous accusiez des anciens marxistes radicaux qui sont devenus socialistes ou membres du Parti communiste d'être toujours des radicaux, de considérer qu'ils n'aiment pas la France parce qu'à l'époque, ils parlaient de la dictature du prolétariat. Aujourd'hui, nous sommes en grande majorité avec des associations musulmanes de France qui ont des enfants français, qui font même des prières pour la République, dans certains cas dans leur mosquée, qui ont le drapeau français, qui sont fiers. Et ils avaient même aujourd'hui des musulmans pratiquants dans la police et dans l'armée française qui vont à la mosquée et qui peuvent appartenir, et oui, il faut le dire, à des associations qui pourraient être classées aujourd'hui frères musulmanes, des gens qui donnent leur sang pour la France. Donc vous dites, Vincent Gézère, on les stigmatise. Je parle du mouvement des frères musulmans qui a été créé par Hassan el-Banna et qui est très structuré. Mes fils, petit-fils de colonel, fils de général, mon grand-père a aussi connu des militaires qui disaient qu'ils aimaient la France et qui l'ont trahi à la première invasion et à la première domination. Alors attention, ne pas faire. Qui sommes-nous aujourd'hui pour dire que nous sommes des meilleurs Français que les autres parce que je m'appelle Vincent et que vous appelez Monsieur Girard? En tout cas, je trouve que c'est très grave de faire un procès en francité à des musulmans qui sont aujourd'hui engagés dans la cité, mais qui sont aussi engagés dans leur religion. Et aujourd'hui, nous avons une bourgeoisie musulmane. Non, je vais répondre. Je vais répondre. Le débat est sur les frères musulmans. Alors, si monsieur, vous aimez les frères musulmans, moi, c'est très clair, je ne les aime pas. Il y a une vraie différence, là. Voilà. Il y a une vraie différence. En ce qui concerne la religion, je l'ai expliqué, je respecte évidemment, comme toutes les religions, je respecte le musulman qui veut être pieux et qui a une relation à Dieu, qui ne va pas regarder la relation à Dieu de son voisin, mais qui se concentre sur sa relation avec Dieu et avec la religion, pareil pour le juif ou pareil pour le chrétien. Mais moi, je ne parle pas des musulmans en général. Et vous commencez à parler des musulmans en général. On nous a pas invités ce soir pour parler des musulmans en général. On nous a invités à parler d'une organisation qui existe, qui continue de manière clandestine en Égypte, par exemple, et qui sont les frères musulmans, et qui ont des prêcheurs qui sont connus. Par exemple, je pense à Karadawi qui pouvait parler sur la chaîne Al Jazeera en arabe, et qui, après avoir dit que Hitler avait eu le tort de ne pas finir le boulot, a été quand même exclu de la chaîne qatari. C'est de ça que je parle. Voilà. Alors, si vous êtes spécialiste de l'islam et que vous ne faites pas la différence entre les frères musulmans et les musulmans, je ne peux rien pour vous, monsieur. Ok, on continue ce débat, on va avancer. On va écouter Gabriel Attal, parce qu'on voit bien que c'est devenu, non seulement, évidemment, ça divise, cette question, mais c'est devenu une affaire très politique, et chacun y va de ses propositions. On va écouter justement Gabriel Attal. Ce rapport, je le dis, il est une forme de claque pour tous ceux qui défendent la République, ses principes et ses valeurs. Il montre une offensive organisée, coordonnée, pour défier nos valeurs républicaines, défier nos règles républicaines et imposer une idéologie qui n'est pas l'idéologie de la République française. Ce que montre le rapport qui a été remis, je cite la phrase de ce rapport, c'est une offensive wahhabo-salafiste présente sur tout le territoire national
pour imposer le voilement de fillettes, je cite, de 5-6 ans. On parle de fillettes de 5-6 ans. Qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Moi, j'entends un certain nombre de commentaires. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est pas bien, effectivement, que c'est pas normal que des fillettes de 5-6 ans soient voilées, mais on considère qu'il n'y a pas de mesure pour y répondre. Moi, j'ai jamais accepté de me résigner. Et s'il y a, dans les cohérences de mon parcours politique, des différentes fonctions que j'ai occupées, il y a toujours eu la défense des valeurs de la République et la lutte contre tous les entrismes, et notamment l'entrisme islamiste. Oh, Malvar, alors, tout de suite, bien sûr, ça fait partie des propositions de Gabriel Attal, notamment l'interdiction du voile chez les fillettes, donc chez les filles de moins de 15 ans. Il veut aussi instaurer un délit de communautarisme. Il parle d'ailleurs, il dit que ce rapport, il le connaissait déjà, qu'il était même Premier ministre lorsqu'il est sorti. Donc, est-ce que ça peut être efficace, ces mesures? Et ce sont certaines des mesures, on va revenir sur d'autres, puisque évidemment Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout la même position. Il y a aussi les mesures proposées par Bruno Retailleau et par Jordan Bardella. Alors effectivement, on voit de toute façon que la question de ce rapport, la dimension politique et politique française de ses conséquences, elle est là, elle est prédestine même la publication du rapport, puisque Bruno Retailleau quand même le disait dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, qu'il allait sortir ce rapport et on voit bien la dimension politique dans laquelle lui s'inscrit. Donc Gabriel Attal finalement embraye. Gabriel Attal, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui a justement, avec cette circulaire sur l'abaya, qui a répondu à des questions qui se posé dans l'éducation nationale et qui là essaye quand même de se replacer, je dirais, dans la course, dans une dimension politique. Alors, est-ce que ces propositions sont efficaces? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit efficace, ni même pas contre-productif. C'est-à-dire que là, on a d'un côté cette question, donc, le voilement, évidemment, des fillettes de 5-6 ans. On ne devrait pas croiser des fillettes de 5-6 ans en France voilées. On voit bien que ça, c'est pas du tout compatible, justement, avec le mode de vie, je dirais, français. Et ça pose d'autres questions, parce que des fillettes de 5-6 ans voilées en France, ça veut dire des fillettes qui, généralement, ne sont pas scolarisées dans une école française. Par contre, c'est pas tout à fait pareil. Le fait de pouvoir lutter contre ça, de ramener justement des gens dans le circuit, je dirais, dans la République et d'affirmer les valeurs qui sont portées d'ailleurs par la loi de 2004 et le fait de proposer l'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 15 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, déjà ce serait juridiquement, je pense, inapplicable parce que sur quel fondement et ensuite, est-ce qu'on imagine des policiers sillonner les villes en France en demandant leur carte d'identité à des jeunes femmes qui pourraient avoir l'air entre 14 et 18 ans? Je ne pense pas que ce soit véritablement crédible. Donc là, il y a quand même une surenchère un petit peu de réponse à cet entrisme et aux problématiques, encore une fois, je le dis, les effets de l'idéologie islamo, justement, conservatrice, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs que le frérisme, ils sont tangibles. On le voit, effectivement, cette orthopraxie, il faut qu'il y ait des réponses qui soient apportées. Je ne pense pas que le fait de l'interdire, encore une fois, va encore plus, selon moi, conforter des jeunes femmes qui portent le voile, pas du tout parce qu'elles y sont obligées, mais justement parce que c'est une réponse à une sensation de ne pas être les bienvenus en France, cette fameuse islamophobie sur laquelle jouent beaucoup les frères musulmans. Jean-Luc Mélenchon, l'islamophobie a franchi un seuil. Voilà ce qu'il a publié sur X. En fait, dans le paysage politique français, on a l'impression que les musulmans sont un bloc monolithique, qui soit d'un côté sont considérés comme étant le nouveau prolétariat et les damnés de la terre par une gauche qui ne veut pas voir les dérives qui peuvent exister, et de l'autre côté, tout musulman serait un islamiste en puissance qui voudrait, in fine, imposer la charia. Je pense que cette dichotomie est fausse et qu'elle empêche de voir les vrais problèmes. Un mot, Renaud Girard, sur cette proposition de Gabriel Attal? Évidemment, il y a... Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, mais il y a beaucoup de musulmans qui n'étaient pas frères musulmans. Je pense, par exemple, à cette mosquée que vous avez montrée, la mosquée du 5e arrondissement à Paris, qui a été en fait bâtie pour tous ces musulmans issus de la diaspora d'Afrique du Nord, qui avait participé au combat et donc à la victoire de 1918. Et pour tous ces soldats attachés au drapeau français, attachés aux valeurs françaises, on a précisément construit cette belle mosquée dans le 5e arrondissement de Paris. Et ces musulmans n'ont jamais, effectivement, n'ont jamais provoqué le moindre problème. Mais sur l'interdiction du voile pour les fillettes, est-ce que ça peut marcher, cette mesure? Je vous fais Vincent Gézet. Je crois que ma confrère a raison. Oui. Il faut faire très attention aux mesures qui pourraient être
contre-productive. Et ça, il faut réfléchir effectivement très, très attentivement. Je pense que ma consoeur a tout à fait raison. Vincent Gézère. C'est de protéger les mineurs dans leur intégrité. Et ça, c'est clair qu'ils portent un voile ou qu'ils subissent d'autres pressions. Mais ce que je voudrais dire, vous voyez, par rapport au confusionnisme actuel, la loi sur le séparatisme, aujourd'hui, est appliquée pour interdire des lycées musulmans sous contrat, qui sont des lycées qui ont reçu des contrats de l'État et qui sont inspectés par l'éducation nationale. Et ça, on ne comprend pas, alors que la loi sur le séparatisme ou toute autre loi, elle doit lutter effectivement contre les formes de scolarisation sauvage, de mouvements musulmans sectaires qui existent. Il ne faut pas nier effectivement certaines formes de sectarisme dans l'islam. Il ne faut pas lier des mouvements radicaux, fondamentalistes qui déscolarisent les enfants ou pour les scolariser dans des conditions inacceptables. Mais en revanche, nous sommes dans un pays laïque, nous sommes dans un pays républicain et qu'on ne peut pas utiliser la loi contre le séparatisme ou toute autre loi pour combattre des lycées musulmans sous contrat d'État qui sont inspectés par l'État et qui posent surtout moins de problèmes que certains lycées catholiques qui connaissent aujourd'hui de graves problèmes et qu'on découvre dans l'opinion publique. Donc faisons attention, soyons justes dans la loi. La laïcité sera crédible, la République sera crédible quand elle sera équitable et qu'elle traite des musulmans, quels qu'ils soient, sur une base d'égalité stricte. Et non pas en disant ces lycées musulmans posent problème et ces écoles catholiques vont très bien. C'est pas comme ça qu'on construit une république, c'est pas en faisant du différentialisme et donc en favorisant le communautarisme. Et je pense qu'aujourd'hui, ce type de propos et ce type de rapport favorise encore plus le repli communautariste parce que beaucoup de musulmans, malheureusement, et je le déplore, ont le sentiment d'être atteints, y compris à travers ce rapport qui on porte pourtant sur un point précis. Donc attention, soyons justes dans nos regards et les sociologues n'ont pas, à mon avis, été assez écoutés dans ce rapport alors qu'ils ont été interrogés, mais je dirais que la parole des sociologues a été quand même très marginalisée dans ce rapport parce qu'ils auraient pu apporter des nuances sur ce qu'on entend par ce fantasme de lobby frères musulmans qui voudraient islamiser la République française alors qu'ils ont participé à toutes les réunions du ministère de l'Intérieur et très largement encouragés par l'État français à s'institutionnaliser. Tarek Obrouche, sur cette mesure proposée par Gabriel Attal de l'interdiction du voile chez les moins de 15 ans et d'instaurer un délit du communautarisme. Je pense que l'inflation juridique affaiblit le droit. À force de multiplier les lois, encore faudrait-il avoir les moyens de la faire respecter. C'est ça le problème, parce qu'on risque vraiment d'affaiblir le droit en multipliant les lois qu'on sait pertinemment qu'il est très difficile à la mettre en pratique. Je pense que c'est plus une approche politique symbolique véritablement sérieuse. On ne peut pas courir derrière les filles et les dévoiler. On n'est pas dans la République des mollahs où on décrit, où on impose les vêtements aux uns aux autres. Je pense que c'est un risque qui touche notre civilisation occidentale. Si on renonce à un certain nombre de valeurs, on risque de reproduire le comportement des gens qu'on est censé combattre. C'est vrai, Tarek Obrouche a raison là-dessus. Il y a une inflation, il y a des lois qui ne servent à rien et on a un code civil, un code pénal qui sont assez clairs. Et je suis d'accord avec lui, il faut du pragmatisme, mais je suis tout à fait d'accord avec Jordan Bardella a fait des propositions ce matin. On va l'écouter. Je souhaite, et nous le mettrons en œuvre demain si nous arrivons à la tête du pays, que les frères musulmans soient interdits, dissous, considérés comme une organisation terroriste et que l'ensemble de ces relais soient combattus sur le plan administratif. Il y a 139 mosquées radicales qui sont aujourd'hui aux mains des frères musulmans, il faut les fermer. Il faut dissoudre l'ensemble des associations ou des relais. Il faut expulser les imams étrangers qui prêchent la haine dans notre pays et il faut remettre en cause, madame, la convention fiscale avec le Qatar, qui est, nous le savons, l'un des premiers fournisseurs financiers des frères musulmans dans le monde. Les sources sont taries. Et qui, pendant très longtemps, par la mansuétude de la droite, par la convention fiscale qui a été mise en place avec cet État, a pu financer un certain nombre de programmes dans les banlieues qui ont étendu l'influence des frères musulmans dans notre pays. Tarek Obrouche, je m'adresse d'abord à vous. Est-ce qu'il faut fermer donc ces 139 mosquées des frères? Et deuxième chose, est-ce qu'il faut revoir les accords avec le Qatar? Le Qatar qui effectivement a toujours plutôt très bien accueilli les frères musulmans. Ce serait très difficile. D'abord, ces mosquées, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils sont frères musulmans? Et
nous sommes dans un état de droit. Le droit, il est très rationnel. Seul le trouble de l'ordre public par la parole, le comportement qui tombe sous le coup de la loi, ce sera très, très difficile. Sinon, on va tomber dans l'arbitraire et le subjectif. Attention à ce renoncement, à ce qui fait la grandeur de notre pays, un état de droit. Rien que le droit. Et là aussi, je crois que Tarek Obro a raison, avec aussi une... Sur les liens avec ce mouvement dont parle le rapport est parallèle avec la destruction, si vous voulez, de l'éducation nationale, le laxisme dans l'éducation nationale. Oui. Nous avions eu en France une guerre religieuse en 1905 entre les chrétiens et les laïcs. La séparation. Mais il y a eu quand même, ces instituteurs, cette éducation nationale qui a fait une cohésion de la nation française qui nous a permis d'être tous ensemble, de résister à l'attaque du militarisme allemand en 1914 et même à gagner la guerre. Favorise voilà. En fait. Voilà. Et ça, effectivement, c'est pas des lois qu'il faut, effectivement, c'est une éducation nationale qui marche beaucoup mieux, qui convainc les élèves, où les élèves adhèrent beaucoup plus, comme ils adhéraient du temps des hussards noirs de la République. Aurore Malval. Effectivement, Pardon. Oui, non, bien sûr, toujours sur cette question de Jordan Bardella, qui donc propose, lui, de fermer ces mosquées confréristes et de revoir les accords avec le Qatar. Ouais. Bon, Jordan Bardella mélange aussi plusieurs choses parce qu'il parle de mosquées aux discours très radicaux, qui sont des fois des mosquées qui n'ont rien à voir avec les frères musulmans. Elles ne sont pas forcément toutes, justement, elles ne s'illustrent pas toutes par ces discours-là. Interdire les frères musulmans, c'est quelque chose qui existe dans plein de pays arabes. Hein. Cette association est interdite dans plusieurs pays. Cette interdiction, elle est quand même difficile à faire appliquer puisque par définition, il n'existe pas de structure, il n'y a pas d'adresse pour les frères musulmans. Donc c'est les secrètes. Exactement, c'est une idéologie. Comme la franc-maçonnerie, c'est une société secrète. Avec 2 millions de frères musulmans en Égypte sous Farouk en 1950, ce qui est énorme. Et le fait est que cette dissolution serait en grande partie un effet d'annonce et n'aurait pas d'effet concret. Et en plus, on le voit bien dans des pays arabes où elle sert parfois justement pour justement s'en prendre à certaines personnes en les accusant de faire partie des frères musulmans. Par rapport à la question des financements, je pense que c'est peut-être la seule chose qui peut être faite et qu'il est intéressant de faire et qu'on ne lit peut-être pas assez aussi dans ce rapport. Quels sont les financements, quelles sont les sociétés. Et ça se passe beaucoup au niveau de l'Europe. L'Europe, justement, tout à l'heure, on parlait des failles, en fait, de nos démocraties occidentales et de la façon dont des idéologies radicales, dont l'islam, justement, dont l'islamisme profite pour proposer un modèle alternatif et un modèle, justement, total, qui est politico-religieux. Et effectivement, au niveau de l'Europe, il y en a des structures qui sont extrêmement perméables à cette question de l'entrisme et des financements. Eh bien là, il pourrait, avec nos voisins européens, ces financements pourraient être tracés et on pourrait savoir, effectivement, et ça ne relèverait pas d'un soupçon vague de dire que tel pays serait coupable d'ingérence, finalement, et où on pourrait tracer. Donc, mieux contrôler les souverains. Peut-être a oublié qu'effectivement, depuis 2019, le Qatar a arrêté ses financements. Puis, il ne faut pas mettre aussi, il faut faire très attention, on est dans une chaîne internationale, il ne faut pas mettre tous les pays du Golfe dans le même panier. Moi, je suis allé l'autre jour aux Émirats arabes unis et j'invite tous nos téléspectateurs à voir la maison... Eux luttent contre les frères musulmans. Non, oui, qui luttent, mais qui a surtout contrairement au Qatar. Qui a surtout construit quelque chose de magnifique qui s'appelle la Maison d'Abraham, où vous avez, sur le même espace, on visite les trois, vous avez une synagogue, une église et une mosquée. C'est magnifique, fait par le même... Aux Émirats arabes unis. Aux Émirats arabes unis. Et c'est ça, un bon esprit. C'est-à-dire te dire que les religions peuvent coexister ensemble. Aucune ne doit avoir une dictature politique sur l'autre. Et elles peuvent se visiter ensemble. Et c'est ce que j'ai fait, moi qui suis catholique français. J'ai d'abord visité la synagogue, ensuite l'église, ensuite la mosquée. Je me suis plié évidemment aux usages, c'est-à-dire j'ai enlevé mes chaussures pour vider la mosquée. Bien sûr. Ils étaient très heureux. Non, mais c'est important, c'est concret. Il y a des pays musulmans comme les Émirats arabes unis qui combattent, qui font des choses concrètes pour
l'intelligence et l'union et l'amitié entre les différentes religions. Justement, sur le Qatar aussi, d'ailleurs, ce qu'a proposé Jordan Bardella. Je serais beaucoup moins libéral que les invités de ce plateau. Je pense que le critère sécuritaire est un critère important et que tout prédicateur, tout lieu de culte, toute association qui prône des valeurs de violence, quelles qu'elles soient, salafistes, frères musulmans ou autres, doit être surveillé, sanctionné et réprimé. Parce que le critère de sécurité et de l'ordre public est important, même au nom de la démocratie. Ensuite, à la bonne heure, je vous rejoins là-dessus. À la bonne heure. Pour répondre à M. Girard, moi je suis absolument très sceptique en tant que sociologue sur l'influence des pays du Golfe. Les Émirats, ce n'est pas un modèle de démocratie. Ils sont épinglés par tous les rapports des droits de l'homme. C'est une démocratie complètement factice qui ne respecte pas non plus les droits des femmes. Je pense qu'il faut aujourd'hui penser à construire un islam français parce que les musulmans ont envie de cet islam français, quel qu'il soit d'ailleurs, et il faut éviter par pitié ces influences du Golfe, de ces monarchies pétrolières qui corrompent les musulmans, parce que le Qatar, comme les Émirats et l'Arabie saoudite, n'ont qu'un souci d'hégémonie. Alors les Émirats jouent les gentils un jour, mais ils ont aussi financé des groupes terroristes et des groupes djihadistes. Le Qatar, c'est pareil, et l'Arabie saoudite, c'est le pays qui quand même réussit l'exploit de décapiter, d'utiliser encore la décapitation et de tuer plusieurs centaines de personnes condamnées à mort, pour ne pas parler de la lapidation. Donc par pitié, évitons les modèles du Golfe et laissons les musulmans français se prendre en main pour construire un islam de France, un islam qui est à l'image de la communauté française, des gens qui ont envie de vivre dans ce pays. Les Émirats, le Qatar et l'Arabie saoudite ne font que des dégâts dans l'islam de France. Tarek Obrou, il nous reste 30 secondes sur justement ce rapport avec le Qatar. Ce qui est paradoxal, c'est que Qatar... qu'on accuse de financer les frères musulmans, il a dissous l'organisation des frères musulmans au Qatar. On a toujours dissous les frères musulmans une fois que cette association est déclarée frères musulmans. Et au Qatar, cette organisation a été dissoute. Donc, Qatar elle-même n'accepte pas cette organisation sur son territoire. Donc, effectivement, il y a quelque chose de paradoxal. Et voilà, ça sera le mot de la fin, le paradoxe. On a bien vu que tout est toujours plus complexe, bien sûr, que l'apparence que ça veut en donner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Tarek Obrou, Vincent Gesser. Merci, Aurore Malval. Merci beaucoup, Renaud Girard. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous retrouvez sur les réseaux sociaux, également en podcast. Et je vous dis à demain.